à tous et bienvenue à la fin du livre, édition 2025. Je suis Stéphane Van Peulet, le président de Velas ASBL, et cette année on va vous parler de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Alors ceux qui me connaissent depuis quelques années, en 2015, j'avais sorti un livre qui s'appelait Un compte d'internet où j'avais déjà fait une conférence, et cette fois-ci tout seul. Cette année, je suis très bien entouré pour présenter mon nouveau livre où justement on parle de cybersécurité et intelligence artificielle. Alors à ma gauche, nous avons Cyril Minant, technicien en informatique, Martin Storder, qui est étudiant à la RACI, Maxime Deric, également étudiant à la RACI, Cyril, ancien élève de la RACI, et moi, professeur actuel à la RACI. Là, on a bien fait la pub de l'école, c'est bon, on va pouvoir commencer. Alors, quand je fais une présentation, j'ai toujours l'habitude de commencer par un poème. Et je vais vous en lire, tout simplement. On va se mettre un peu dans une ambiance. Je me laisse. Je me laisse un temps, comme une étoile à la dérive, pour imaginer ta lumière. Je me laisse un moment, comme une floraison tardive, pour embaumer l'œil. Je te laisse t'éloigner, marcher au gré du vent, entre les feuilles colorées. Je te laisse m'approcher, le regard pétillant, tel une proie hypnotisée. Je me laisse un temps, comme une goutte en suspension, pour comprendre ce que je ressens. Je me laisse un moment, comme un air de diapason, pour t'enlacer tendrement. Voilà. Alors ça, c'est de la poésie, c'est moi qui l'ai écrit, mais aujourd'hui, on peut penser qu'une IA est capable d'écrire de la poésie. Alors, je vais faire profiter de mes intervenants pour aborder des sujets en cybersécurité et en IA, et je vais commencer tout simplement par une simple question à tous les trois. Le premier qui veut répondre rebondit, c'est à votre avis, est-ce qu'une IA est capable d'écrire un beau poème? Celui qui veut répondre. Alors, elle en est capable, mais uniquement par de la recherche sur les bases de données dont elle a à sa disposition. De la créativité, actuellement, en a-t-elle vraiment? Non, pourrait-elle en avoir une? Telle est la question, et je pense qu'à travers le livre de Stéphane, on pourrait se poser la question de maintenant est impossible dans la créativité, mais dans le futur, est-ce qu'elle pourrait l'être? Donc actuellement, elle en écrit par l'accumulation de données. Ça peut bien donner, mais est-ce qu'il y a vraiment de la profondeur là-dedans? Martin, est-ce que dans le cadre de tes activités, on peut encore à l'école, est-ce que tu utilises l'IA? Est-ce que tu as le droit d'utiliser l'IA d'ailleurs? Et si oui, pour faire quoi? Notamment, j'utilise l'IA pour les cours, parce que notamment, on a le droit d'utiliser cette intelligence artificielle pour nous aider, pour même l'implémenter dans nos applications. Donc, notamment pour faire des chatbots qui existent déjà. Après, est-ce que ça a un réel impact sur les études? Je pense que oui, parce que ça nous empêche de réfléchir correctement. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, l'IA fait beaucoup de place et a pris une place trop grande, même point de vue marketing que tu sais. Alors, à la place de... Non, ça c'est parce que l'élève, du coup, s'autorise à ne pas le faire, mais en soi, on pourrait très bien s'inspirer de l'IA, de certaines capacités, mais sans prendre 100% du travail. Tu utilises l'IA dans tes activités? Alors, il faut savoir qu'il faut prendre l'IA comme un outil, vraiment un homme à tout faire. Ça veut dire qu'en informatique, notamment, on peut utiliser l'IA pour programmer des applications, mais il faut avoir quand même un minimum de... Il ne faut pas abuser non plus de l'IA parce que ça reste un programme qui va engendrer ce qu'on lui a demandé. Donc, à la base, on doit faire par exemple, si on fait une application, ça va être notre devoir de le faire et pas à l'IA de le faire. Il faut voir ça comme un outil. Sinon, Alors, le problème d'un outil, c'est, et là on peut appliquer cette maxime, cette situation à d'autres phénomènes, c'est qu'un outil, c'est ce que l'on en fait.
Et j'ai l'impression que c'est un outil qu'on essaie de nous vendre, mais est-ce que c'est un bon outil, selon vous? Oui, mais justement, j'avais une idée qui me passait parce que j'utilise aussi l'IA dans mon travail, mais plutôt du côté administratif. Étant dans quelques instances pour mon travail, j'ai parfois de longs documents à devoir lire, et là, les résumés, l'IA m'aide beaucoup. Sauf que si c'est un résumé que l'on doit partager, il vaut mieux vérifier soi-même les documents et voir si l'IA a bien récupéré l'ensemble des informations, parce que ce n'est, pour le moment en tout cas, dans mon expérience, jamais le cas. Donc, elle n'a pas l'appréhension que nous, on a face aux informations à traiter. C'est uniquement par coalition, et je n'ai pas le mot, par comment dire ça, par statistique qu'elle va ressortir les données essentielles qui pourraient être intéressantes. Donc l'humain doit encore repasser par derrière. Martin, est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, alors je ne vais pas donner de date, mais est-ce que tu penses que l'IA va être un peu dans l'horreur et dans la science-fiction, est-ce que l'IA pourrait remplacer le travail des hommes, voire inverser la tendance, c'est-à-dire l'IA ne serait plus l'outil, mais l'homme? Alors, dire que l'IA serait l'homme, ça paraît quand même vachement gros. Même si il y a un monde où ça pourrait arriver, n'empêche, on a quand même entre guillemets, le plein de contrôle sur cette IA qui, pour l'instant, n'a toujours pas développé de conscience. Et tant qu'elle n'a pas développé de conscience, elle ne se rend pas compte qu'elle est juste un outil, juste un objet qu'on utilise à des fins propres. Mais après, pourquoi pas, si elle développe une conscience, effectivement, elle pourrait passer sur certaines tâches. Même dans certains travails, par exemple, dans le bâtiment, ça serait peut-être bien d'avoir des IA sous forme d'Android qui portaient des charges beaucoup plus lourdes que des robots. Oui. Dotés d'intelligence, par exemple, s'il y a trop d'eau, de ciment, des trucs comme ça, qu'elle puisse réfléchir d'elle-même, trouver la solution au problème qu'elle a devant elle. Alors, là, je vais laisser Maxime répondre sans doute, mais quand tu dis être capable de réfléchir, est-ce que ce n'est pas tout simplement un programme qui a été implémenté en disant, voilà, s'il y a X pourcentage, c'est trop, c'est pas assez? Est-ce que c'est ça ta définition de toi? Est-ce que ça, c'est réfléchir? Moi, réfléchir, c'est avant tout prendre des décisions par instinct. Donc, une IA ne sera jamais capable de faire ce que nous faisons avec notre instinct. Nous, on prend des décisions, on s'adapte à des situations. L'IA ne pourra jamais s'adapter à une situation tant qu'on ne lui a pas appris. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film IA, il est sorti il y a quelques années, mais justement, c'était un petit garçon et qui avait des sentiments. Est-ce que vous avez l'impression, la croyance que l'IA pourrait développer d'une part une intelligence réflexive propre, mais des sentiments? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est dans de l'utopie? Oui, mais j'aime l'utopie. J'aime aussi l'autre, son contraire, un peu la dystopie, ce qui est un peu inquiétant, mais en serait-elle capable? Il faudrait faire des expériences, il y en a déjà eu, où on laisse l'IA se régénérer et se recréer elle-même. Elle en arrive à certains extrêmes. On n'en arrive néanmoins pas à en déduire si elle ressent vraiment des choses. Peut-être, mais en tout cas pas comme nous. On va rebondir ou je pense que... En tout cas, si l'IA devrait avoir des sentiments, c'est factice. Ça va être une copie de nos sentiments, ça va être des caractéristiques qui ont été ajoutées à leur programme pour imiter nos sentiments. Donc une machine, C'est la définition artificielle. c'est artificiel. Pour moi, ils ne pourront jamais ressentir ce que nous ressentons. Opinion ou... Pas réellement pas sur ce sujet-là en tout cas. Moi en fait je vois vraiment ce dont on parle actuellement comme
place d'Android qui ont une intelligence artificielle implémentée. Et justement, on doit faire des choix. Et par rapport aux choix qu'on fait, il y a une instabilité logicielle qui se crée dans l'algorithme qui reproduit les émotions chez les autres. Donc, Il y a une notion de doute, finalement. oui, il y a une notion de doute parce que pour eux, ça va être entre guillemets réel parce qu'ils vont développer entre guillemets une instabilité dans le logiciel qui va les faire imiter inconsciemment nos émotions. Et pour la transition, on fait IA et cybersécurité. Est-ce que vous avez l'impression que l'on va pouvoir utiliser l'IA dans le domaine très spécifique de la cybersécurité? Si oui, comment? Sinon, quels seraient les risques? Alors, oui, on pourra utiliser les IA effectivement pour la cybersécurité, notamment parce que la cybersécurité à la base, ça va être des programmes, des logiciels, toutes des méthodes qu'on va utiliser pour atteindre un système. Et l'IA peut être aussi un outil pour rechercher plus vite la documentation qui va nous permettre de trouver les méthodes qui vont nous permettre de trouver des failles dans le système. Et donc, ça sera un très bon allié, que ce soit en cybersécurité défensive comme agressive. Et à contrario, est-ce que l'IA ne peut pas permettre de créer de nouveaux virus, de nouveaux systèmes, d'augmenter le nombre de failles Effectivement, il pourrait effectivement être le meilleur allié, que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté. Est-ce que vous avez des exemples concrets, puisque j'imagine que la plupart des membres publics ne connaissent pas forcément ni l'IA ni la cybersécurité. Est-ce que vous pourriez donner un ou deux exemples concrets dans lesquels vous pourrez utiliser l'IA en cybersécurité? Je pense notamment au fait de créer le site internet elle-même avec des bases de données, avec une simple requête SQL, il y a moyen d'avoir la première ligne de la base de données si elle est mal codée. Et en règle générale, on met le premier utilisateur pour quelle ligne donc, soit l'IA pourrait rechercher tous les sites qui ont cette faille de sécurité grâce à sa base de données qu'elle a elle-même et les recherches qu'elle peut effectuer. Donc, soit il y a moyen de soit faire de la rétine, soit de faire de la soit les prévenir, soit justement attaquer. On ne sait pas réellement c'est ce que l'utilisateur va en faire qui va déterminer si c'est bien ou mal. Et de toute façon, dans l'aspect pratique, et je rejoins, et je l'ai fait, c'est très très pratique au niveau du développement. L'IA, par son accès aux ressources et sa rapidité, arrive à nous mettre l'œil sur la petite erreur qu'on ne voit pas, qui fait planter tout le système. Alors l'IA, elle est très très bien, mais le facteur qui peut en faire quelque chose de mauvais, c'est l'être humain, et c'est là où se trouve le danger. L'être humain, de par l'histoire, a toujours créé énormément de choses. Tant que c'est dans le bon, c'est bien, mais généralement, l'être humain aime détourner ce qu'il fait pour le rendre néfaste à lui-même, et c'est là le danger dans lequel on rentre. En parlant d'être humain, on a eu l'occasion de parler, en tout cas c'est dans le livre, dans le cours d'informatique, des couches. Et tu aimes dire que l'humain est la 8e couche. Tu peux expliquer un peu au public ce que c'est? Tu veux savoir tout ce qui se passe dans le modèle aussi? Simplifier. Pas de souci. Alors, en informatique, surtout dans le domaine où j'ai décidé d'être spécialisé, nous avons ce qu'on appelle le modèle OSI. Donc, le modèle OSI va nous permettre de suivre une méthodologie à suivre comme tous les techniciens en réseau informatique. Donc, on suit cette méthode afin que tout le monde puisse créer un réseau qui ressemble pareil, identique partout dans le monde. Donc, on a 7 couches qui va permettre, en suivant ces 7 couches, d'aller de, on va dire, le câble, l'électricité, à justement la fin, la 7e couche qui est l'ordinateur. Les applications qu'on utilise, Facebook, Instagram, Messenger.
Et la 8e couche, on a bien, c'est une blague c'est un jeu entre informaticiens, c'est l'humain. Donc généralement on dit, ici il y a un problème, c'est la 8e couche, donc l'humain. Et de manière très concrète, en fait, un programme fait des erreurs s'il a été mal programmé, mais au niveau de la cybersécurité, s'il y a une défaillance, c'est le comportement de l'humain. C'est l'humain qui va cliquer sur l'icône, sur le mail, qui va cliquer sur le lien qu'on va lui envoyer. Donc même si tout a été mis, tout a été expliqué, à un moment donné, si lui fait une erreur, ben, ce sera toujours de la faute de l'humain et tous les services peuvent être circuités ou impactés ou endommagés gravement. Il y a des exemples dans le domaine des hospitaliers, donc des hôpitaux. On a beaucoup parlé d'attaques. Cyril, est-ce que tu as entendu parler de ces attaques ou pas du tout? Absolument. Non, pas du tout. Quelqu'un parmi C'est pas les attaques DDoS. Oui, voilà. Donc oui. Ce qu'on appelle par DDoS, alors je ne sais plus du tout, c'est Déni de service. déni de service, ok. Donc cette attaque, en fait, ça va être une des méthodes pour pouvoir attaquer les systèmes qui va en fait bombarder tout ce qui est serveurs et les services d'un site internet ou d'une base de données. Et le but de cette attaque, c'est de rendre indisponibles les services. Donc par exemple, je pense que Facebook a eu cette attaque. Je ne sais plus. Facebook a subi cette attaque, donc il y a un moment, je ne sais pas quelle année. Il y a quelques temps, mais sinon, plus récemment, c'était des sites qui sont sensibles des gouvernements. Ouais, c'est. Et quand là on parle de la guerre en Ukraine, on dit que les Russes sont enfin, la plupart des Russes hackers vont attaquer des sites sensibles des gouvernements belges, français, américains, etc. ou essayer de trafiquer les élections. Mais de manière concrète, une attaque de déni de service, déni de service, ça veut dire empêcher le service de fonctionner. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on va envoyer des requêtes, un nombre impressionnant de requêtes qui vont saturer. En vrai, si on voulait comparer avec les lignes téléphoniques qu'on utilisait il y a 40 ans ou 50 ans, on avait des serveurs téléphoniques où tout le monde appelait en même temps. Et ben, si tout le monde appelle en même temps, voilà, il n'y a plus personne qui peut répondre. Et donc c'est exactement le même principe. En parlant de lignes téléphoniques, dernièrement il y a eu la même attaque chez vous. Je ne sais pas si tout le monde peut nous parler. Non. Il y a aussi eu une attaque DDoS chez eux et ils ont eu justement accès à toutes les données utilisateurs et informations bancaires des clients. Bancaires aussi, oui, ils ont eu accès à la base de données en fait. Donc voilà. Alors, la question s'adresse à tout le monde. Vous êtes un petit peu plus calé que moi en cybersécurité. Est-ce que vous avez des conseils pratiques à donner? Il y en a dans le livre, mais est-ce que de manière pragmatique, j'ai un de mes élèves qui dit j'ai peur de faire des DOS. Oui, mais tu pourras de toute façon rien faire. Mais en réalité, est-ce qu'on peut faire quelque chose? La première chose, c'est maintenir ces appareils à jour au niveau logiciel, parce que le premier problème, c'est les failles, et les failles sont corrigées par les mises à jour. Et là est le problème, je prends les grosses sociétés, c'est qu'ils ne tiennent pas à jour leur infrastructure réseau, et c'est là où ça sature. Parce que, évidemment, au niveau des attaquants, ils améliorent leur performance pour pouvoir passer à travers les sécurités. Et donc, du coup, la première chose qu'on a chez nous et sur nos appareils, c'est un pare-feu. Un firewall, en anglais, c'est un petit logiciel qui autorise ou refuse l'accès. S'il n'est pas à jour et qu'il ne connaît pas une attaque, il va l'autoriser. Ça, c'est la première chose. Donc, mettez à jour vos appareils. Autre suggestion? Je pense que vous êtes au courant, mais vous avez parfois des mails de Bpost ou de Proximus ou n'importe, soi-disant Bpost ou Proximus, qui vont vous mettre des liens suspicieux. Généralement, faites très attention au destinataire, à l'expéditeur, le mail de l'expéditeur surtout. Vous allez voir qu'il y a une petite subtilité par rapport au vrai mail de Bpost, au vrai mail de Proximus, n'importe. Dès que vous voyez ça, ne cliquez jamais sur ce lien parce que ce lien va
de récolter vos données avec différentes données que votre navigateur internet peut donner à la personne quand vous cliquez sur le lien. Dès que vous êtes confronté à un lien suspicieux, ne cliquez jamais. Ça vous aidera, franchement, parce que avec vos données, parce que dès qu'on a quelque chose sur vous, on peut retrouver vachement de données parce que Internet garde tout. Et dès que vous cliquez sur ce lien, franchement, c'est un paradis de données. Alors je vais rebondir là-dessus. En fait, moi, en tant qu'écrivain et éditeur, je reçois les livres chez moi, sur le travail, et c'est FedEx qui me livre cette fois-ci, c'est ça. Mais je reçois jamais de mail de FedEx, c'est toujours mon imprimeur qui me communique le lien sur lequel je dois cliquer. Et il s'avère que, plus ou moins en même temps, j'ai reçu un mail de la part de FedEx qui me disait que mon colis allait arriver. Et donc du coup je me dis, la coïncidence est vraiment trop étrange, et je me dis mais comment est-ce que c'est possible? Et finalement, il y a aussi autre chose dont il faut se méfier, ce sont les cookies. Alors je le dis régulièrement, les cookies ce sont des biscuits, on est d'accord, mais ce sont aussi des petits fichiers qui viennent s'implémenter sur l'ordinateur, et donc moi je conseille systématiquement de les supprimer, soit à la fin de la navigation dès qu'on ferme son navigateur, soit régulièrement, effacer l'historique, ne jamais enregistrer de mot de passe. Moi, je peux avoir 6 adresses mail. Pour chaque adresse mail, j'ai un compte. Je dois mettre le mot de passe à chaque fois. Donc, voilà, ça c'est aussi un petit conseil. C'est dans le livre, et ce que je disais déjà il y a 10 ans, avoir une vie saine sur Internet. C'est ne pas aller sur certains sites. Si vous y allez, à vous risquez pénible. En parlant justement de mot de passe et des applications pour sauvegarder ces mots de passe, je pense notamment à Microsoft Authenticator, qui permet notamment d'enlever les mots de passe de certains sites, notamment de son compte Microsoft, pour uniquement avoir la double authentification en code qui change toutes les 60 secondes, qui rajoute une sécurité supplémentaire, et même pour ne pas enregistrer ce mot de passe sur notre compte Google directement, on peut l'enregistrer sur l'application, ce qui est beaucoup plus pratique, parce que tous nos mots de passe se mettent au même endroit, et c'est beaucoup plus difficile d'y accéder que... Et puis même pour les cookies, je ne sais pas si tu connais Opera, le navigateur, directement dans les paramètres d'Opera, il y a moyen de cacher des cookies à la fermeture d'Opera. C'est valable pour la plupart des navigateurs, puisque c'est une option à cocher en fait, et Tor le fait par défaut. Moi j'utilise Tor. Et il avait mis un doigt sur sécurité en plus à ajouter sur votre, que ce soit compte Facebook ou Instagram. C'est la double authentification. C'est-à-dire qu'en plus de mettre votre mot de passe, il y a certaines applications qui demandent aussi de vous envoyer un mail avec un code de confirmation. Ce qui ajoute une sécurité à prouver que c'est bien vous qui essayez de vous connecter à votre compte. Ça, c'est vraiment une sécurité. Alors, je vais faire le contre-exemple, puisque j'ai eu l'occasion à un moment donné de récupérer l'iPad de ma mère, et qui était donc bloqué, voilà. Et double sécurité, ah oui, ben, j'ai changé le numéro de téléphone qui était encodé par le mien. Donc, j'ai reçu le nouveau code de sécurité et j'ai donc pu désactiver toutes les protections et réactiver l'iPad. Donc la double sécurité, oui et non. Et d'ailleurs, moi, vous voyez, mon téléphone, ça c'est mon téléphone. Regardez, sortez le vôtre, je suis sûr que c'est un smartphone. Si on vous vole votre téléphone, 90% des gens ont encodé les adresses mail. Vous appuyez sur l'application, vous allez directement sur Facebook. Dans beaucoup de cas de figure, le compte que vous utilisez pour Facebook, c'est votre adresse mail habituelle. Et donc, si moi je vous vole votre téléphone, ben, en vrai, je peux accéder à quasi tout. Donc, elle est où la sécurité? Même si tu fais une double identification, l'identification c'est envoyer un SMS. Le SMS, il est dans le même téléphone. Donc, si on veut faire de la double authentification et de la sécurité correcte, il faut avoir des appareils distincts. J'ai différentes adresses mail, j'ai différents comptes, chaque compte a une adresse mail. Donc, le numéro de téléphone, dans l'idéal, c'est d'en avoir d'autres ou de ne pas devoir utiliser un numéro de téléphone. Celui qui vous vole votre téléphone, il vous vole tout. Oui. S'il Je vais essayer de la formuler de manière la moins technique possible. Faire du pen test
j'intègre le cloud, ce que je veux dans un cloud que j'ai loué, avec des logiciels que j'entraîne, et ou alors ils vont tout de suite me dire, eh non, là tu vas tenter d'utiliser un logiciel illégal, il va attaquer mon propre serveur cloud, il y aura évasion, et des choses comme ça. Est-ce que je peux faire cela? Jusqu'à quelle limite? Alors, Cyril répondra pour la question pratique. Moi, je veux juste préciser, il y a des clouds, donc c'est pas un cloud, ce sont des clouds qui sont gérés par différentes sociétés. Et donc, en fonction de la société dans laquelle vous allez utiliser le cloud, vous allez avoir plus ou moins des accès. Si vous prenez un cloud chez Microsoft, vous aurez accès beaucoup plus facilement à toute la gamme Microsoft. Si vous prenez un cloud Apple, vous n'aurez quasi aucun produit Microsoft. Vous aurez l'obligation d'utiliser des produits Apple. Maintenant, de la partie plus technique, ça, je préfère que ce soit Cyril ou quelqu'un d'autre qui répond. Alors, au niveau de l'implémentation sur un cloud, donc un serveur en ligne, tout dépend donc, comme Stéphane le disait, de ce qu'autorise la société. Mais on peut très bien, en plus simple, imaginer un petit serveur à la maison où on fait ce qu'on veut. Il existe Mistral en France, ils viennent de le sortir il n'y a pas très longtemps, qui est disponible en open source, à télécharger et alors à développer soi-même sur son propre espace serveur. Et alors faire un peu tout ce qu'on veut. Et je peux utiliser en cloud, par exemple, c'est vrai qu'il y a aussi il y a un côté de la virtualisation du cloud loué, il y a un cloud qui installe ses propres logiciels. Mais jusqu'à quelle mesure je peux faire des choses qui pourraient être peut-être à un moment donné cataloguées comme plus exagérées? Est-ce que vous avez l'autorisation de cliquer sur tous ces serveurs-là que vous faites de manière automatique sans que vous soyez là? Je n'ai pas spécialement de réponse à ça. À mon avis, c'est dans les contrats d'utilisation de la société qui vous autorise à utiliser leur cloud. Mais à mon avis, si, comme vous dites, vous voulez juste cliquer ou tout le bazar, je pense pas qu'il y ait vraiment de limite. Enfin, je pense pas que ce soit. Moi, je vois juste peut-être une limite, c'est au niveau de la surveillance web, si ça commence à sortir de l'espace local. Donc, je reste toujours sur l'idée qu'on fait ça en local à la maison, sur un petit serveur qu'on a. À partir du moment où ça va sur la toile, donc sur l'espace public Internet, il y a des surveillances qui se font au niveau des opérateurs et au niveau national, et c'est là qu'on peut commencer à être fiché. Et on a un service de cybercriminalité en Belgique qui pourrait alors arriver jusqu'à la maison. Cela dit, je pense aussi qu'en Europe, on a des fournisseurs d'accès Internet et eux-mêmes ont déjà mis des limites qui sont des limites légales. En France, avec Adobe et d'autres régimes législatifs, ils ont été un peu plus loin dans ce que l'on peut ou ne peut pas faire. D'ailleurs, pour ceux qui font encore du téléchargement illégal, il y a de nombreux sites qui ferment régulièrement. Tous les mois, il y a des sites qui ferment, mais qui rouvrent dans la semaine qui suit. Enfin, on s'entend bien, mais du coup, il y a une législation qui est concrète. Le problème d'Internet, c'est que vous avez la législation du pays dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de législation, vous pouvez faire ce que vous voulez tant que vous avez les capacités techniques de le faire. Et je dirais même, si vous faites des choses qui sont plutôt techniques et que personne ne les comprend, de toute façon, personne ne pourra vous reprocher quoi que ce soit. Et avoir un contrat avec l'entreprise sur lequel je fais mon test. Ça, c'est à négocier avec chaque entreprise. Après, c'est à vous de choisir quelle entreprise vous voulez utiliser. Moi, personnellement, je vais éviter tout ce qui est Google, Amazon et autres joyeusetés du genre. D'ailleurs, je ne suis pas un grand fan du cloud. Moi, je suis plutôt mode clé USB. Voilà. Et disque dur, je sauvegarde. Donc, à l'école, l'un des intérêts du cloud, ou en tout cas des applications en ligne, c'est de pouvoir partager un fichier, par exemple, où tout le monde peut travailler ensemble. Mais après, à contrario, c'est « Monsieur, j'ai pas ma connexion !» Bah oui, mais du coup, t'as pas accès à ton fichier. Parce que je peux très bien
pentest, et par pentest, renforcer avec de l'IA, j'imagine. Ce qui est sur GitHub, c'est open source. Le code est là. Je peux le code source parce qu'il est ouvert. Et donc, au fur et à mesure, des logiciels de Fusey peuvent détecter des vulnérabilités dans ce que j'ai, et les mises à jour. Je peux automatiser certaines choses, mais Il n'y a rien d'illégal il y a là-dedans. rien d'illégal là-dedans, mais le trafic et la densité des tests sur des logiciels peut-être parfois comme j'utiliserais Debian, mais beaucoup d'entreprises utilisent Debian. Je me demanderais peut-être à un moment donné, mais qu'est-ce que je fais exactement? C'est possible. Continuer la réflexion. Bah, en soi, là, du coup, revient la question de l'éthique. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Après, il faut savoir que les entreprises, en général, ont des firewalls qui empêchent justement à une certaine limite d'y accéder, notamment avec des tokens de nombre de requêtes utilisables par jour pour consommer. Donc, c'est à voir aussi avec ça et c'est à voir surtout avec l'entreprise, parce que du pentest, on peut en faire quand c'est chez nous, on a l'autorisation de l'entreprise, mais on ne va pas en faire chez les gens sans leur demander. Parce que du coup, là, ça deviendrait, entre guillemets, illégal. Je vais juste rebondir sur l'éthique. En fait, le problème d'un outil, c'est ce qu'on en fait, et son utilisateur. Mais j'ai l'impression, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les législations, l'IA Act entre autres, concernant l'utilisation de l'IA, alors plutôt générative, mais en vrai, les Européens sont les champions en la matière. Alors je ne vais pas dire que c'est mal ou bien, je vais juste constater en fait, c'est que en Europe, on va toujours considérer le risque avant de considérer l'avantage. Et donc la loi telle qu'elle a été pensée, applicable ou pas, a toujours été dans la notion de restriction. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Sous-entendu, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc ça reste la porte très grande ouverte. Mais du coup, est-ce que vous pensez que l'éthique est suffisamment enseignée, l'utilisation d'un outil tel que l'IA est suffisamment assez éduquée, et à partir de quel âge on peut éduquer à l'IA, à votre avis? Mais moi je ferai un constat général et je pense, enfin non, on le vit actuellement de par ce qui se passe dans le monde. Il y a un problème de base dans notre société, c'est l'éducation. Il y a un gros manque à ce niveau-là, mais aussi la remise en question et surtout c'est cette idée d'éthique et du vivre ensemble qui se perd de plus en plus. Et je trouve que les technologies qui entrent, il ne faut pas aller jusqu'à l'IA, il y a les médias sociaux, nous font perdre de plus en plus le contact humain et la réalité dans laquelle on vit. Martin, autre chose à ajouter? Non, pas spécialement, je suis juste entièrement d'accord avec ce qui vient d'ajouter. Pour moi, on ne peut pas éduquer les jeunes. T'es pas à l'école, toi? Ouais, non, mais les gens. Mais pour moi, l'ayant vécu, l'IA est arrivée de nulle part. Et on est clairement nous-mêmes pas éduqués à utiliser l'IA. Et on le constate chez tout le monde, que ce soit dans n'importe quel domaine d'études. Tout le monde utilise l'IA de manière trop prononcée et comment voulez-vous qu'on apprenne les plus jeunes à utiliser l'IA si nous-mêmes on ne peut pas utiliser l'IA correctement? Alors, admettons que vous, qui êtes déjà dans le secteur informatique et qui est, bon, vous êtes tous presque majeurs, mais si on commence à une éducation à partir de 8-10 ans, comme on apprend une langue étrangère, on pourrait apprendre à utiliser un outil qui est l'outil informatique. Moi, quand je vois des parents qui ont un enfant de 4 ans et que l'enfant de 4 ans a déjà un smartphone en train de jouer, moi, ça me pose une question de conscience. Je me dis, est-ce que c'est normal ou pas? Mais de même qu'on a un code de la route, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un code déontologique
coup, sur l'utilisation des outils informatiques. Est-ce qu'on ne devrait pas apprendre à utiliser les outils? La voiture est un outil, les armes sont soumis à une législation très, très spécifique, une intelligence artificielle, un ordinateur peut être une arme. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une obligation d'apprentissage? Alors, je ne sais pas si vous vous êtes amusé à lire les RGPD de l'utilisation de Windows 11 et de Windows 10. Non. Non, ben justement, dans les RGPD de Windows 10 et de Windows 11, il est marqué que en dessous de 12 et à 11 ans, en fonction des pays et des régions, l'utilisation doit être accompagnée d'un adulte responsable. Adulte responsable, ok. Donc, en soi, c'est déjà ce qui est censé arriver. Il y a déjà des réglementations qui sont mises autour de ça. C'est juste que comme personne ne s'amuse à les lire et que personne ne les applique, ben, personne ne les respecte. Alors, je les applique, j'en sais rien, mais il y a une telle facilité à contourner ces choses. Si vous allez sur un site internet qui est en principe pour les adultes, où il est écrit vous devez avoir 18 ans ou plus pour accéder, et on vous demande simplement est-ce que vous avez 18 ans, oui, non, et vous cliquez oui, il n'y a personne qui va contrôler ça. Donc comment est-ce qu'on peut régler ce problème-là? La question se pose notamment de la pièce d'identité, mais dans ce cas-là, est-ce que de nouveau, s'il y a une attaque, une fraude, ça revient à peu près à la même chose quand même. Quelque chose à ajouter sur... C'est bon. Alors je pense qu'on a déjà bien brossé un peu tous les sujets, donc j'allais justement laisser la parole au public. Du coup, voilà. Et je pense que Cyril, tu peux rester cadette, je pense que ce sera plus facile. J'ai deux petites questions. Oui. C'est vous qui avez été rédacteur, c'est ça? Oui, vous, C'est la société, vous. la télévision? Oui. Notamment, ma mère a reçu un fameux SMS de la part de vous, disant que si elle recevait des SMS ou même des mails dont le numéro de téléphone n'était pas celui de vous, même s'il y avait son nom, son prénom, son numéro de client, il ne fallait absolument pas cliquer sur les liens qu'ils envoyaient. Parce que du coup, c'est des liens pirates. C'est par là que ça arriverait, c'est parce qu'ils ont leurs coordonnées bancaires maintenant, si je comprends bien. Pardon ? Ils ont nos coordonnées bancaires maintenant. Alors, ils ont les coordonnées bancaires, mais Attention à ce que tu dis. il y a toujours cette question de sécurité qui est mise en place par les banques. Si c'est un nouveau service de domiciliation, même de prélèvement qui vous est demandé, il faut que le hacker ait accès à vos données de la banque directement pour effectuer un prélèvement. Donc c'est par là que ça arriverait s'il devait y avoir un problème. Normalement, je ne sais pas si vous avez Bitsme. Oui. Voilà. Dès que vous voulez faire un prélèvement sur Internet, il vous demande la confirmation via Bitsme. Et c'est justement ça que les personnes n'ont pas. Ils ont juste le numéro de la carte, mais ils ne peuvent rien en faire. Non, ils n'ont pas le numéro de carte. Enfin, ça dépend de votre méthode de paiement, mais en règle générale, ils ont juste le numéro de carte, pas le numéro de compte. Ce qui est différent avec les cartes de crédit où il y a le numéro de la carte et même le code de validation. Donc a priori, il n'y a pas trop de danger. Non, Il suffit de pas cliquer sur les liens envoyés. Et alors, j'avais une deuxième question. attendez, je pense que Cyril voulait répondre Je voulais juste donner un élément. Oui, juste un élément de réponse complémentaire. Quand bien même qu'ils aient les données, il faut que le propriétaire en donne l'autorisation. Et c'est là le problème. C'est que généralement, on reçoit par un phishing, info email, info SMS, et on se retrouve parfois face à des messages un peu urgents qui nous alarment. On crée alors un certain stress en nous, et c'est là qu'on a tendance à accepter. Première chose à faire, quand on nous envoie un email qui semble, ou un SMS ou n'importe quelle communication, un appel aussi, ils font ça très bien par téléphone, qui semble urgent, ne pas répondre et reprendre soi-même contact via le numéro officiel ou une adresse mail officielle à l'entreprise, parce que dans la... Je dirais 99% parce que j'aime bien ce nombre-là, mais dans 99% des cas, il n'y a rien du tout.
C'est faux. D'où mon intérêt à rester avec mon petit GSM. C'est-à-dire, à un moment donné, je recevais des appels, je décrochais pas, mais je me suis posé la question de savoir si le SMS avec un lien arrivait sur mon smartphone, est-ce que nous n'aurions pas le réflexe de quand même cliquer? C'est là où ça devient dangereux. Ici, Si on quoi qu'il dit arrive, qu'on ne donne pas de code et tout ça, c'est pas grave. ouais, au niveau bancaire, il faut être très prudent. De toute façon, les banques le signalent systématiquement. On ne vous appelle jamais. On vous envoie tout par écrit. Dans le classique. Quoi. C'est ça. On reste dans tout ce qui est utile et sécuritaire se fait toujours par écrit. C'est vous qui téléphonez, on vous demande vos codes et peut-être même vos questions de sécurité, mais ce n'est jamais dans l'autre sens. La banque vous appellera théoriquement jamais. Et alors la deuxième question, pour la cybersécurité, est-ce qu'avoir un antivirus comme Norton sur le téléphone et sur l'ordinateur, est-ce que c'est suffisant ou pas? Alors moi, chacun donnera sa réponse. J'ai enlevé mon antivirus il y a 15 ans, j'ai juste mis un firewall. Pourquoi? Parce que je connais ma machine, je sais comment je fonctionne, je sais où je vais, je sais où je ne dois pas aller. Je l'utilise tous les jours. Ça veut dire que si quelque chose me paraît bizarre, je peux voir ce qui a été modifié. Et ça suppose une bonne maîtrise. Si on n'a pas cette maîtrise, un antivirus va faire ce travail-là. Mais en vrai, un firewall, ça va bloquer des adresses IP, donc des entrées sur votre machine, des adresses auxquelles vous ne croyez pas. Si vous recevez une toute boîte dans votre boîte aux lettres, si vous ne connaissez pas l'expéditeur, vous n'allez peut-être même pas ouvrir la lettre. Le firewall va avoir ce même effet de protection. Non, moi je n'utilise pas d'antivirus comme eux, ils vont vous dire on utilise d'office l'antivirus. Ouais, mais moi je dirais de manière générale, ça dépend surtout du système sur lequel on se trouve. Par exemple, si vous êtes sur un système qui est développé par Apple, l'antivirus n'est pas nécessaire pour autant que l'appareil soit à jour, parce qu'ils autocorrigent systématiquement les failles. Ici, moi, c'est plutôt Android Alors, j'y et viens. un PC. Un PC sous Windows, un téléphone. 11. On va alors Windows 10 passer bientôt à 11 parce qu'il n'y aura plus de support en octobre, donc du coup il n'y aura plus de mise à jour des failles. Donc il va falloir penser à passer l'ordinateur en dernière version. Mais justement sur cette question d'Android et de Windows, c'est des systèmes qui sont parsemés de failles. D'où la nécessité dans certains cas d'avoir un antivirus indépendant d'un développeur externe, quel qu'il soit. Tout dépend de l'utilisation que vous en aurez. Si c'est simplement pour aller sur des sites sûrs et que pour autant que vous soyez certain de ce que vous faites sur l'ordinateur, alors vous pouvez vous contenter du minimum qu'il y a de disponible sur Windows. Sur Android, je n'ai pas les ressources nécessaires pour y répondre dans les dernières versions. Mais si on met Norton, Alors, Norton est indépendant, donc du coup, c'est une entreprise qui fait elle-même ses recherches de failles et qui les comble par une sécurité qu'elle met en place sur l'ordinateur. Alors c'est bien. C'est la parole maximum. Quel que soit l'antivirus que vous allez avoir, il y a des versions gratuites et des versions payantes. Vous prenez la version payante et surtout pensez à mettre à jour systématiquement. ça c'est quand on est à l'ordinateur et qu'on le rallume, ça se met. Non, ça peut être n'importe quel jour, ça peut être vous avez acheté par exemple votre antivirus le 1er janvier, il y a une mise à jour qui est apparue le 10 janvier, vous faites la mise à jour. S'il n'y a pas de mise à jour avant 3 mois, vous attendez 3 mois et voilà. Et dès qu'il y a une mise à jour possible, vous la faites pour être sûr que votre système de sécurité soit, je ne vais pas dire infaillible, mais en tout cas au plus sûr de ce qui est possible. Maxime? Alors, pour moi, utiliser un antivirus, comme l'a très bien dit, ça dépend de votre utilisation. Par exemple, surtout sur Windows, parce que le problème avec Windows, c'est que il a tellement pris le monopole de l'informatique que 95% des utilisateurs sont sur Windows. Donc, vous êtes du pain béni pour nous si on veut des informations. Donc, si vous avez, comme Cyril cette fois a dit, si vous utilisez votre ordinateur pour aller par exemple sur Facebook, sur Instagram, c'est toujours le même exemple, sur des sites sûrs, il n'y aura pas de souci là. Mettre à jour son système d'exploitation, ce sera suffisant. Par contre, si vous commencez à utiliser des logiciels que vous téléchargez Internet, que vous utilisez des sites de streaming, vous regardez des films de manière illégale,
là, l'utilisation des antivirus sera nécessaire. Comme ça, ils détectent des fichiers qui ne sont pas connus par le système. Après, comme Cyril a très bien dit, si vous avez un Mac, là, largement, les mises à jour feront le travail pour vous, il n'y aura pas de souci. Un peu moins connu, Linux, là, il n'y aura pas du tout besoin. Franchement, ça c'est une cotation. Et donc Windows et Norton, c'est bon. Norton, c'est suffisant, franchement. En plus, je pense qu'ils le font offre totalement maintenant pour acheter un ordinateur. Quand vous mettez votre carte de crédit, c'est automatiquement renouvelable. En fait, je voulais justement rebondir sur Linux. Oui, j'ai pris 10 postes. Parce que c'est plus fiable, parce qu'il y a moins de personnes qui l'utilisent, parce que le système est fait pour que ce soit plus sécurisé. Comment se passer? Alors, Linux a plus de sécurité parce que il y a vraiment 2 millions d'utilisateurs sur Linux. Donc, en fait, pour les crackers, comme on l'a dit dans le livre, c'est moins intéressant d'aller chercher les personnes sur Linux parce qu'en plus, ceux qui utilisent Linux sont généralement les gens qui sont plus expérimentés au niveau informatique et donc qui vont mettre à jour de manière plus régulière le firewall, de manière plus régulière leur système. Et donc, les 25% des utilisateurs qui restent sur Windows sont moins aptes à faire leur mise à jour, ils vont moins faire, c'est généralement un public moins averti en informatique que Linux. Oui, donc je rejoins. Il y a, juste pour compléter, il y a donc bien cette vue du peu d'utilisateurs, donc du peu de personnes à impacter, mais il faut aussi prendre en compte que Linux et toutes les sous-distributions qui existent, c'est communautaire. Et vu que c'est communautaire, généralement c'est la communauté qui remonte les problèmes, et les problèmes sont beaucoup plus rapidement corrigés. D'où l'intérêt d'être un Linuxien. Jamais. Passer le micro au Kéranton. J'avais juste une deuxième réflexion, mais je vais poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un système parfait? Parce que pour moi, par exemple, j'ai aussi un vieux téléphone. Il y a un système parfait. Si vous avez besoin de protéger vos données, prenez un ordinateur qui n'est pas connecté. C'est tout. Oui, non, c'est ça. Mais du coup, par exemple, pour WhatsApp, je l'ai mis sur mon PC avec un émulateur BlueStacks pour pas rentrer dans le public. Et du coup, on rentre un peu dans le hacking social parce que les gens savent quand je suis chez moi. On peut pas, en fait. Ça, c'est à vous de gérer vos paramètres. Oui. Non, mais voilà, je pourrais très bien me mettre. Je suis désolé. Mais oui, d'accord, mais c'est pour faire cette réflexion-là où en fait, le hacking n'est pas que. Il peut être aussi social. Voilà, Je voudrais. Donc pour Windows 11, il y a moyen d'installer sur des PC qui sont incompatibles assez facilement. Il y a des procédures très simples pour l'installer. Elle date d'il y a 1 mois ou 2. Microsoft les a publiées. C'est simplement aller dans la directory setup/serveur. Même pas, en principe, tous les 3 semaines, a priori, si votre update est bien mis à jour, le Windows 10 vous propose systématiquement de passer en Windows 11. Mais maintenant, avec les PC incompatibles, c'est bloqué. Alors, effectivement, si votre machine, le problème de ce système d'exploitation, c'est qu'ils utilisent de la place, et donc si vous n'avez pas assez de place ou que votre matériel est un peu plus obsolète, mais de toute façon, moi je pars du principe qu'un ordinateur, vous pouvez le renouveler tous les 4 ou 5 ans. Je signale que quand on est pensionné, on ne sait plus. On doit déjà renouveler son téléphone tous les 4 ans, on doit renouveler son PC. Moi j'aide énormément, je fais beaucoup de repair café, et j'aide énormément de personnes en Windows justement, parce qu'ils sont au niveau budget, ils ne savent pas acheter un PC à 800 €. Alors dans ce cas-là, gardez votre ordinateur. Si vous avez par exemple un HDD, passez en SSD pour augmenter un peu la vitesse et changer de système d'exploitation. Donc j'ai 4 ordinateurs, dont 3 déjà tournent en Windows 11, donc, mais qui étaient incompatibles totalement. Et donc ça tourne bien sur mon réseau. La seule chose au niveau de Norton, il ne faut pas oublier que maintenant Norton a scindé sa société en 2. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on a, comme dans d'autres produits d'antivirus, des publicités pour plein de choses. Et nous, on a un gros problème en Belgique avec Norton, c'est que leurs avis sont en néerlandais, parce qu'on nous considère Benelux et flamand. Et donc, un truc, vous téléphonez à la hotline, vous chattez
avec la France, il vous faut une belle réduction. Ok. Si, vous voulez dire quelque chose? Oui, c'était juste si pour le passage justement à Windows 11, il y a une restriction, c'est l'incompatibilité de la sécurité du noyau, ça s'appelle TPM. La sécurité, le noyau, c'est le processeur. Et le processeur étant le cœur de l'ordinateur, tout passe par lui, c'est lui qui calcule tout. Il y a moyen de outrepasser cela, mais du coup, Windows 11 essaie de combler une faille. C'est une faille qui ne sera pas comblée, mais qui matériellement ne pourra pas l'être sur la machine que vous avez. Une faille qui n'est pas très très grave, en tout cas pas pour le moment. Par rapport à la différence sécurité informatique, c'est une question d'utilisation, c'est vrai. Par exemple, pour Windows, vous pouvez mettre un compte utilisateur et pas rester sur le compte administrateur. Tout simplement. En général, quand on installe Windows 11, on ne pense pas tout de suite à avoir un compte utilisateur, comme pour Linux, mais c'est faisable. Et vous avez moins de vulnérabilité si vous allez sur Internet avec ce compte utilisateur. Voilà, mais la question s'est posée de cette sécurité, justement. L'IA et la question d'avoir ce code source ouvert accessible à tout le monde. Est-ce qu'un code propriétaire, voilà, la question s'est posée au FOSDEM à la conférence informatique sur le libre. Est-ce que Windows 11 n'est pas aussi sécurisé, voire plus sécurisé maintenant que certains Linux qui laissent des ports ouverts quand vous les installez? Là, c'est une question aussi d'utilisation. Alors, avec l'IA, ce qui est intéressant au niveau de l'attaque, c'est que je peux tester avec un code source ouvert, je peux tester le code source et voir s'il y a une vulnérabilité qui n'a pas été encore découverte. Si je la découvre avant les autres et que je ne la dévoile pas, je peux l'utiliser de manière malveillante. Je peux vendre cela à un groupe qui sait l'utiliser professionnellement. Et donc vous ne serez même pas un hacker, vous serez un cracker et un vendu. Bon, ça c'est une question de choix personnel. Hein. C'est de nouveau une question d'éthique. Voilà. Et l'intelligence artificielle met cela en avant parce qu'elle permet d'automatiser certaines tâches défensives comme offensives. Et même, voilà. Alors là aussi, j'avais lu que vous installez une intelligence artificielle locale chez vous. Faites attention. Parce que vu le modèle de données qu'il installe, si ça vient d'un acteur malveillant, imaginez que vous posez certaines questions et là, des actions malveillantes se mettent en route uniquement dans ce cadre-là. Analyser le modèle de données tellement il est gros, ça devient très difficile. Et vous ne savez pas que vous avez un logiciel infecté installé. Je ne sais pas si j'ai élargi certains. Non, mais la technologie, qu'elle soit positive ou négative, elle va s'améliorer, elle va être plus rapide, elle va être plus fonctionnelle. Ce sera de nouveau, est-ce que je suis bienveillant, est-ce que je suis malveillant? C'est tout. On va terminer, je pense, donc à part si vous avez encore 2-3 questions. Quelqu'un a encore une question? Non? Alors, je vais laisser le mot de la fin à chacun des intervenants pour donner un dernier conseil ou exprimer une opinion, soit sur l'IA, soit sur la cybersécurité. Donc voilà. Je n'ai rien de particulier à ajouter, je crois qu'on a déjà bien brossé, comme tu as dit, la totalité. Faites attention, ne vous laissez pas avoir, et si vous avez un doute, ne faites rien. Un dernier conseil. Faites attention à ne pas utiliser les mêmes mots de passe sur tous vos sites internet. Essayez d'en avoir le plus possible et d'utiliser un mot de passe par site que vous utilisez. Et moi, j'ai pas d'autres conseils à vous donner pour l'instant.
crois, tout ce que j'ai à dire par rapport à tout ce qu'on a dit. N'oubliez pas que la plus grosse faille en informatique, c'est l'humain. Donc, c'est la couche 8. Donc faites très attention, comme monsieur a très bien dit, avec l'IA en local. C'est vrai qu'on pourrait créer quelque chose qui est malveillant, et c'est finalement l'humain qui l'a créé. Donc c'est l'humain en fait qui peut, par exemple, quand tu avais dit très bien comment on peut voir notre futur avec l'IA, tout dépend de nous. Tout ça, ça dépend de nous, de notre, et comme a très bien dit Cyril, on pourrait très vite y arriver si on continue dans l'éducation où on est actuellement, avec une IA qui est surinformée d'ailleurs, parce qu'on donne toutes les informations, il va chercher les informations très très vite, et il y a un moment il va nous surpasser, et malheureusement pour l'instant il commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans notre société et à prendre notre travail, apprendre à nos jeunes à devenir fainéants. Enfin, je suis jeune. On dirait que je suis fouet. Mais donc voilà, donc n'oubliez pas que la plus grosse faille en informatique c'est vous, et faites très attention quand vous recevez des emails, des SMS. Ouais, des SMS très. Mais surtout ne paniquez pas quand vous recevez des trucs genre, parce qu'il faut savoir qu'il y a des sociétés expérimentées dans ça, dans certains pays, qui sont là pour jouer avec vos émotions et vous faire paniquer et toucher le pactole dans votre compte en banque. Donc voilà. Et envoyez vos virus, vos informations à CFON Web. C'est ça. Alors, moi, en tant que responsable de Novelas, je vous invite à venir découvrir mon livre qui parle donc de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, des sujets qu'on a brossés ici. Et moi, mon conseil serait déjà ayez une attitude saine, que ce soit sur la toile et en dehors, parce qu'en dehors aussi, vous pouvez donner des informations sans vous en rendre compte. Ne serait-ce que tout simplement quand vous mettez vos kilomètres-heure, vous comptez le nombre de pas. Ou bien j'ai des amis, ils font des photos dans un endroit où ils ont été. Et toutes ces informations sont regroupées. Donc faites attention aux informations que vous donnez sans en avoir l'air. Et posez-vous des questions. Qui a intérêt à faire ça? Qui m'envoie un mail? Qui m'envoie un message? Voilà. Ayez toujours l'esprit ouvert par rapport à ça. Je vous remercie. On peut encore continuer la conversation au stand 215 Novelas pour ceux qui veulent continuer. Les livres seront en dédicace. Nos chers amis pourront dédicacer s'ils veulent. Donc voilà. Merci beaucoup.